Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Bourreau, un expert en marketing sportif qui est passé par Lasvel et Gravelines et qui est aussi le fondateur d'Hello Sport Biz, la newsletter premium sur le sport business. On vous présente aujourd'hui Nicolas Bourreau. Bonjour Nicolas Bourreau, vous êtes le fondateur de la newsletter et du site internet hellosportbiz.com. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et quel est votre parcours professionnel ? Bonjour et déjà merci de me donner la parole dans le cadre de votre podcast. Donc je suis Nicolas Bourreau, je suis un professionnel du marketing depuis plus de 15 ans maintenant. Et j'ai eu la chance de débuter ma carrière dans le sport professionnel, dans le basket professionnel, pour travailler sur des sujets qui, il y a 15 ans, étaient plutôt rares. C'est-à-dire que c'était des sujets liés à la RSE et à l'engagement tant citoyen qu'environnemental dans le sport. Aujourd'hui, je suis le fondateur de la newsletter Hello Sport Biz, dans laquelle je partage avec mes abonnés, qui sont plus de 1600 aujourd'hui, le fruit de ma veille, le meilleur de ma veille. Et au-delà de partager cette veille, donc des articles sélectionnés, j'essaie également de donner à chaque fois mon avis sur les actualités pour permettre aux lecteurs de s'inspirer ou au moins d'ouvrir un débat ou de pousser une réflexion. Alors vous l'avez dit, vous avez travaillé au sein de grosses structures sportives professionnelles, notamment dans le basket, Lasvel et Gravelines Dunkerque. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur vos missions au sein de ces structures et quelle expérience vous en tirez justement de ces sports de haut niveau, de ces structures sportives de haut niveau ? Alors moi, je suis rentré dans le sport professionnel dès la fin de mes études, par choix. Déjà parce que mon mémoire de fin d'études, lorsque j'étais à l'IAE, donc ma dernière année en bac plus 5, c'est le sujet de mon mémoire, c'était comment le capital marque des clubs de sport professionnels peut les aider à développer leur business. Et un des points sur lesquels je travaillais principalement, c'était l'engagement citoyen. Et c'est dans ce cadre-là que je suis rentré dans les clubs de basket pro dont vous avez parlé, c'est-à-dire Lasvel et le BCM Gravelines Dunkerque. Les principales missions dans ces deux clubs, c'était justement de mettre en place des dispositifs d'action citoyenne. Alors ces deux clubs où j'avais des responsabilités de marketing et de communication bien plus élargies. Les clubs de basket français sont des clubs avec des fortes notoriétés. Malgré tout, ça reste des PME, donc avec des effectifs administratifs réduits, et vous avez la chance, quand vous êtes dans ces structures-là, d'avoir des compétences très élargies. Donc, j'ai fait du marketing et de la communication en abordant tous les sujets. Avec Gravelines, on a notamment pu avancer sur beaucoup d'innovations à l'époque aussi en termes de branding et d'appréhension du rôle de média pour un club sportif professionnel. Mais c'est vrai que le cœur de mon métier est vraiment ce qui a construit ma fibre de marketeur dans le sport, c'était cet engagement citoyen. Et à Lasvel et à Gravelines, j'ai monté les dispositifs d'action citoyenne des clubs. En se disant une chose, qu'on soit un gros club comme le PSG ou qu'on soit un club amateur à quelque niveau que ce soit et dans quelque sport que ce soit, tout part de l'ancrage local et tout part du lien qu'on est en capacité à créer avec un maximum d'acteurs locaux et pas essentiellement des acteurs sportifs et pas essentiellement des gens qui sont d'emblée dans votre premier cercle de fans ou, parlons business, de clients. Le but, c'était vraiment de se dire, voilà, le club, au-delà d'être une entreprise, le club est une personne morale à part entière
Eh bien, donnons corps à cette personne morale et puis essayons d'en faire une vraie personne. C'est-à-dire, elle a un métier, cette vraie personne, mais au-delà de son métier, elle a aussi des passions, elle a aussi des valeurs. Eh bien, essayons de transmettre ces valeurs, essayons de faire transpirer dans chacun de nos faits, dans chacune de nos actions. Et surtout, allons vers les gens, sortons de notre bulle, parce que c'était un des problèmes, il y a 15 ans, le sport professionnel et les sportifs professionnels étaient vraiment vus comme des gens dans leur bulle et on fantasmait un petit peu leur vie. Et il était important, à mon sens, d'éclater cette bulle. Et pour l'éclater, il fallait que ça vienne de nous, il fallait que ça vienne des clubs, il fallait qu'on aille vers les gens, il fallait qu'on aille vers des choses qui les rassurent eux, dans leur environnement à eux, pour qu'ils soient rassurés quand on vienne les voir, que ça soit pas essentiellement des endroits où nous, on les fasse venir chez nous, où ils auraient pu avoir une certaine timidité. Là, on se déplaçait, on montrait qu'ils avaient de l'importance et on allait vers les gens. Et on a mis le fruit de mon travail, ça a été de mettre en place des micro-actions, donc avec très peu de personnes sur les actions citoyennes qu'on mettait en place. Mais pour une chose, c'est que chaque personne qui soit sur les actions citoyennes qu'on mettait en place, elle a une vraie valeur ajoutée à cette action qu'on mettait pour elle et qu'il y a un vrai lien qui se crée. Voilà le résumé rapidement, le cœur de mon métier et le cœur de sens des actions que j'ai pu mettre en place au début de ma carrière dans le sport professionnel. Alors vous êtes, on l'a dit, à l'origine de la newsletter Hello Sport Biz. Alors déjà, oui. Quel est le concept exact pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept donc du newsletter et de celle-là en particulier? Comment vous est venue l'idée? Quel a été le déclic pour la création de Hello Sport Biz? Et puis le nombre d'abonnés, vous l'avez dit, et le site internet. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Alors, Hello Sport Biz, c'est vrai que c'est une newsletter, mais c'est vrai que ça ressemble pas forcément à l'idée qu'on se fait d'une newsletter. Et c'est plutôt voulu. J'ai souhaité faire d'Hello Sport Biz un média caché, mais un média à part entière. Se dire voilà qu'une newsletter ne devait pas être un simple pont de relais vers de multiples articles. À l'heure de l'infobésité, moi je me suis dit qu'il était quand même insensé de se dire qu'on voulait obliger les lecteurs à faire de multiples clics et multiples allers et retours pour avoir accès à l'information et à l'information totale. Donc je me suis dit bon ben voilà, moi l'information que je veux transmettre à mes abonnés, je veux qu'elle soit totale. C'est-à-dire que quand ils lisent ma newsletter, ils ont le total de l'information. Il y a des liens vers des sources, il y a des liens pour encore approfondir si on veut, mais la newsletter se suffit à elle-même. C'est-à-dire que si vous lisez la newsletter, c'est suffisant. Moi, souvent on me dit mais le taux de clic de ta newsletter, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas énormément de CTA, de call to action dans ma newsletter, parce que le but c'est pas de faire aller le lecteur vers un autre contenu. Le but c'est le contenu en lui-même. Ça c'est le premier point la première spécificité de Hello Sport Biz, c'est que c'est un média à part entière, un média caché, parce que vous ne pouvez pas trouver les newsletters quand vous êtes sur Google, quand vous cherchez sur Google. Si vous voulez avoir l'information qu'il y a dans les newsletters, donc l'information plus mon analyse, parce que c'est une petite spécificité aussi, au-delà de donner une information brute, je la commente. Et j'essaye de toujours donner mon avis dessus pour offrir un premier niveau de lecture. Les gens, c'est un avis, les gens le prennent comme ils veulent, ça les inspire pas, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Peu importe, mais au moins on va au-delà d'une info brute. Être informé, c'est bien, mais moi ce que je veux, c'est que les gens comprennent. Les gens se disent, ok, comment je m'approprie ça, comment je peux le faire pour moi, je suis un gros club de Ligue 1 ou je suis un petit club amateur de tir à l'arc, comment je m'approprie cette information, qu'est-ce que je comprends des mécanismes qui sont mis en place là-dedans et comment je peux le mettre en œuvre pour mon club et pour que ça soit bénéfique pour mon club. Donc
ça c'est le but. Et quand vous lisez la newsletter, vous avez tout ça. Ensuite, comment m'est venue l'idée de la newsletter? En fait, la newsletter, c'est le fruit de ma veille, et ma veille, je la faisais, c'est la base de mon métier, marketeur. Je fais énormément de veille, et garder la veille pour soi, c'est bien, mais je trouve quand même que c'est limitant, et j'ai toujours aimé partager mes avis, partager mes points de vue avec les gens. Et je me suis dit un jour qu'il était vraiment pertinent de pas garder ça pour moi tout seul et de pouvoir le partager. Et je me suis dit, voilà, lancer une newsletter, c'est aussi ça, c'est pouvoir partager son avis, montrer aux gens comment on réfléchit aussi. Je suis consultant, c'est toujours important de montrer aux gens aussi. On dit un échantillon de votre manière de travailler. La newsletter, c'est aussi un petit peu ça. C'est partager avec les gens, c'est leur permettre de s'inspirer, leur permettre d'avoir des premières idées actionnables dans leur métier de tous les jours. Et puis c'est aussi montrer un petit peu ma démarche de réflexion, mon approche du sport business, ma manière de traiter les choses, de traiter les informations et de rebondir dessus. Et comment vous travaillez le contenu de votre newsletter la veille? Comment, au final, comment vous décidez de ce qui est publié ou de ce qui ne l'est pas? Alors en fait, ça c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une thématique claire au-delà du sport business, il n'y a pas une thématique claire dans la newsletter. Les choix de sélection des articles que je fais, c'est quand ça me plaît et quand ça m'évoque tout de suite quelque chose. C'est-à-dire que quand je lis un article et que j'ai le cerveau en fusion et que je me dis, oh bordel, ça pourrait être utilisé comme ça ou pom, je me dis, voilà, c'est que c'est intéressant. Si moi j'ai réagi tout de suite dessus et si moi ça m'a fait waouh et que j'ai tout de suite eu des idées par rapport à cette première lecture, c'est que forcément c'est intéressant et donc je sélectionne cet article. Et puis, c'est que quand il est sélectionné, c'est qu'il va soit être dans la newsletter, ou alors il va être relayé de manière brute sur mon compte Twitter. Mais c'est vrai que la sélection, elle se fait comme ça. C'est quand l'article me plaît, quand je sens vraiment qu'il y a un potentiel derrière, au-delà de l'information, parce que ma newsletter n'est pas une newsletter d'information. Vous avez des newsletters d'information sur Sport Business en France qui sont des vrais relais d'information et qui peuvent pousser beaucoup plus d'informations journalières que moi je peux le faire. Moi, je suis plus sur, c'est pas de l'investigation, mais je suis plus sur un média que j'appelle un média premium où on va dans l'utilisation. C'est un outil de travail. J'ai des retours des professionnels du secteur, que ça soit des gens de la Fourmi, des gens de la Ligue nationale de basket ou de la LFP ou de chez Havas ou autres, ou dans les clubs même, ils me disent ta newsletter, c'est devenu un outil de travail. On l'utilise au quotidien pour s'inspirer, pour montrer ce qui est possible, et on la partage en interne. Et donc ça, c'est hyper important de savoir que voilà, c'est un outil de travail. Et c'est aussi, c'est exactement comme ça, moi, que je sélectionne mes sujets. C'est-à-dire que je me dis, si j'étais encore dans un club, responsable marketing d'un club, cette actualité-là, qu'est-ce que j'en ferais? Et à partir du moment où ça tilt, je me dis c'est bon, c'est que tu peux l'utiliser et que tu peux le mettre dans la newsletter, c'est qu'elle a un intérêt d'être dans la newsletter. Alors justement, vous côtoyez des professionnels et forcément, le monde sportif, en tout cas de business sportif, vous le connaissez bien évidemment. Et donc on va enchaîner avec des questions justement plus autour des structures sportives. Et est-ce que vous pensez qu'il faut un profil de sponsor spécifique et si oui, lequel par rapport à une structure? Est-ce qu'une structure sportive doit avoir un profil type de sponsor ou pas du tout? Non, pas du tout. Déjà, parce que faut faire attention quand on parle de sponsor, c'est un terme qui est
C'est un terme qui n'existe pas dans la vie réelle, sponsor. Vous n'êtes pas sponsor. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas des profils de sponsors. Vous avez des entreprises. C'est tout. Et ces entreprises deviennent sponsors. Mais avant qu'elles se soient engagées avec vous, elles ne sont pas sponsors. Donc vous ne devez pas chercher des sponsors. Vous ne devez pas démarcher des sponsors. Vous devez démarcher des entreprises. Mais quand vous êtes un club, par exemple, de Ligue 1, on pourrait dire, voilà, quand vous êtes un club de Ligue 1, il faut trouver ces sponsors de ce type, de ce type, de ce type. Moi, je pense pas à ce schéma-là. C'est très rassurant comme schéma parce que ça vous permet de savoir à quelle porte aller taper, mais c'est aussi très limitant. Ça voudrait dire un petit peu que tous les clubs de Ligue 1 sont les mêmes, sont identiques, alors que moi, mon combat aujourd'hui et ce que j'ai essayé de mettre en place dans les clubs où j'ai travaillé, c'est justement de se construire sa marque. Et donc, construire sa marque, c'est quoi? C'est se différencier de son confrère, trouver sa valeur ajoutée, trouver son unique value. J'arrive pas à trouver le terme en français, mais son plus, le truc où on est le meilleur par rapport à n'importe qui. Et moi, je pense que n'importe quel club a la capacité à s'identifier et à être le meilleur sur un point identifié. Et c'est ça son unique value. Et à partir du moment où vous avez compris quelle est votre valeur unique, qui vous différencie des autres, là, vous savez qui aller chercher. Là, vous savez vers quel partenaire, vers quelles entreprises vous pouvez aller. À partir du moment où vous savez ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est là que vous êtes capable d'identifier qui vous allez aider. Et moi, je dis toujours, c'est Pierre Gauthier d'Arena Metrics qui me le rappelait une fois. Il m'a dit une fois, tu as dit une phrase qui m'a marqué. Et il dit, je le réutilise maintenant quand je suis en rendez-vous client. Et j'ai dit une fois, il faut pas remercier vos partenaires pour leur soutien. Il faut les remercier pour leur confiance. Et ça fait la différence. Et que si vous remerciez les partenaires pour leur soutien, c'est que c'est eux qui vous aident à accomplir quelque chose. Et le sponsoring, c'est pas ça. Le sponsoring, c'est une prestation de service. Donc, vous ne devez pas remercier pour l'aide qu'on vous donne, vous devez remercier pour la confiance qu'on vous a accordée, que votre sponsor vous a accordée, pour que vous l'aidiez à accomplir un de ses objectifs à lui. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, ensuite, vous arrivez à identifier vos futurs sponsors, parce que vous aurez réussi à identifier les entreprises que vous êtes en capacité d'aider. Donc, on peut pas dire, par exemple, pour les clubs de Ligue 1, il y a un sponsor type ou il y a un type d'entreprise qu'il faut aller voir. Non, c'est vraiment un travail de club à club qui doit se faire, à mon avis. Hein. Alors, avec la crise actuelle que nous vivons, du moins la crise sanitaire liée à la Covid-19, selon vous, comment prévoir la suite en termes de partenariat sportif pour les entreprises? Vous l'avez dit justement, quelles peuvent être les solutions, même si j'imagine qu'elles sont multiples? Est-ce que les objectifs seront différents pour les entreprises et pour les structures sportives, ou est-ce que ça passe aussi par le virtuel? Alors, le virtuel va forcément aider, et il aide déjà aujourd'hui à activer les sponsorings qui avaient été signés. En tout cas, les clubs les plus dynamiques, les plus réactifs et flexibles ont rapidement su utiliser le numérique et le digital pour compenser des droits marketing qui étaient physiques et qui pouvaient plus être activés, qui pouvaient plus être aussi performants dans un contexte de match à huis clos ou même de compétition annulée, ce qui a été le cas pour la fin de saison dernière de la Ligue 1. Donc c'est vrai que
Le numérique va rester sur les enjeux et les activations de sponsoring, et c'est plutôt une bonne chose parce que le numérique a un avantage, c'est qu'il est lié à l'aspect de data et de ciblage. Et donc, on va vers des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus faciles à maîtriser et à mesurer. C'est toujours quand même beaucoup plus compliqué avec du sponsoring d'affichage traditionnel où le ROI est plus compliqué à calculer et la manière de transformation directe entre l'opération, l'activation de sponsoring et le résultat business pour le partenaire est plus long ou même pas du tout faisable, le lien. Le digital, en tout cas quand il est bien utilisé avec ses forces, le digital permet une transformation et un ROI rapide, quasiment instantané. C'est-à-dire que vous êtes en capacité à le mesurer aussitôt. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que vous rendez le digital permettra de rendre le sponsoring beaucoup plus concret. Et ça, c'est une très très bonne chose à mon sens. La crise du Covid, elle va forcément changer le sponsoring. Est-ce qu'elle va changer les partenaires, les entreprises qui vont faire confiance au sponsoring? Je pense pas. Vous allez avoir les nouveaux riches, toutes les entreprises qui ont profité du Covid. On voit déjà, c'est des acteurs qui arrivent comme TeamViewer à Manchester United qui remplace Chevrolet pour un des plus gros sponsoring maillots du football européen. Ça, c'est du nouveau riche, c'est des gens qui ont de l'argent aujourd'hui, donc ils se disent on entretient la force, on sort sur la grosse vague que le Covid nous a offert, et puis on fait de la communication et on sort de notre petit précaré B2B pour aller vers une communication B2C grand public et vers une acquisition de notoriété. Donc ça c'est bien, mais c'est des mécanismes qui sont plutôt des mécanismes traditionnels du sponsoring, c'est-à-dire faire des opérations de communication. Moi, je pense vraiment que le gros changement dans le sponsoring, c'est qu'on passe petit à petit d'opérations de communication, le sponsoring comme outil de communication, au sponsoring comme outil de marketing. Et de plus en plus, on va tirer vers l'outil marketing. L'outil au service de la performance marketing de l'entreprise parrainée et non plus au service de la performance de communication. Donc on va aller de plus en plus vers du concret, on va aller de plus en plus vers un sponsoring dont l'objectif sera une transformation business rapide, concrète et lisible. Je pense que c'est le principal changement qu'on va avoir avec le Covid, et l'avantage que les clubs peuvent voir dans ce changement, c'est que votre interlocuteur il ait eu des problèmes avec le Covid ou non, peu importe, j'ai envie de dire, puisque le budget sponsoring qui sera alloué sera plus un budget de communication, et Dieu sait, les communicants savent comme leur budget en temps de crise peuvent être coupés très rapidement dans l'entreprise. Ils vont devenir des budgets qui seront plus sous le chapeau du marketing et du commercial. Et vous êtes sûr que quand l'entreprise va mal, vous coupez pas les budgets de vos commerciaux. Au contraire, vous donnez de la force à votre secteur commercial parce qu'il faut relancer la machine et il faut faire du business. Et donc, les entreprises qui auront compris rapidement comment aider leurs partenaires, leurs sponsors à faire du business, ces entreprises-là, ces clubs-là, n'auront pas de souci à signer des sponsorings pour le futur. Alors, transition parfaite, justement, en termes de marketing sportif, quelle est l'activation la plus incroyable, ou en tout cas qui vous a marqué, que vous pourriez nous partager? Est-ce qu'il y en a une qui sort un petit peu du lot? Il y en a beaucoup, forcément, quand vous faites, comme je le fais, une newsletter, 1 à 2 newsletters par semaine sur cette thématique. Vous en avez beaucoup. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué
c'est l'activation de Burger King avec le club de D4 anglaise de Stevenage FC. Donc Burger King a choisi il y a 1 an et demi ou 2 ans de devenir le sponsor maillot d'un club trop connu d'ailleurs et qui était dans les bas-fonds du classement de la 4e division du football anglais, une division, je sais même pas si c'est professionnel, c'est semi-amateur. Bon, je crois que c'est pour 50 000 livres, ils sont devenus le sponsor maillot de ce club. Donc 50 000 livres, ça représente pas grand-chose pour Burger King. Je pense que pour les acteurs du milieu ont de dire 50 000 livres pour parrainer ce club-là, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'à la base, vu comme ça, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup d'argent pour un club de D4 anglaise, surtout qu'il n'y a qui n'avait pas forcément de projet de montée, qui n'était pas forcément bien classé, et qui n'avait pas énormément d'atouts pour lui. Par contre, Burger King avait identifié un atout majeur à ses yeux, c'est que même si ce club était en D4 anglaise, ce club était présent dans le jeu vidéo FIFA 2020. Et Burger King avait compris comment fonctionnaient les aficionados de jeux vidéo. Donc et il y en a beaucoup, des gens qui jouent à FIFA, aux jeux vidéo FIFA 2020 et 2021 aujourd'hui. Ces gens-là, qui jouent notamment en mode carrière, adorent se lancer des défis. Donc c'est un petit peu le truc, genre si vous prenez le Real Madrid pour faire votre mode carrière, vous êtes nul, quoi. Vous prenez forcément les meilleurs joueurs, donc vous vous faites chambrer par tous vos potes. Le défi, c'est de prendre l'équipe la plus mauvaise quasiment et de se dire c'est moi qui l'ai construit moi-même. Et donc Burger King s'est dit on va lancer un défi à tous les joueurs du monde entier de FIFA en leur disant prenez l'équipe, prenez Stevenage FC et essayez d'en faire la meilleure équipe au monde dans le jeu FIFA. Et ils ont mis en place un système d'activation pour que, au début, les activations étaient petites. C'était vous prenez l'équipe et vous réussissez, vous arrivez à faire un dribble, vous arrivez à marquer un but et partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ont réussi à faire en sorte que, au bout du compte, Stevenage FC est devenu l'équipe préférée des joueurs du jeu FIFA. Et du coup, ils ont eu un sponsoring pour, à la base, une acquisition de droits de 50 000 euros qui est devenue la meilleure activation sponsoring de 2020. Et c'est cette intelligence, c'est de se dire, l'acquisition de droits, c'est une chose. Mais quand vous arrivez à acquérir des droits, c'est que vous avez un outil entre les mains. Si cet outil, vous en faites rien, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que vous achetez les droits du maillot du PSG, si derrière vous n'activez rien, vous aurez dépensé de l'argent, vous aurez un peu de retour, mais vous n'aurez pas un retour équivalent de ce que vous avez payé. Et Burger King s'est dit, ce qui est important, c'est la manière dont on utilise. C'est toutes les opportunités qu'on peut utiliser et comment on peut activer ce partenariat, qui est un partenariat modeste à la base, pour en faire le meilleur partenariat de l'année dans le football mondial. Et j'ai trouvé ça très, très intelligent de se dire, voilà, c'est notre capacité à communiquer, c'est notre capacité à activer, c'est notre capacité à créer du lien avec une certaine communauté qui fait que le sponsoring est performant. Et c'est pas tant l'acquisition de droits ou le sponsoring signé au départ qui est bon ou qui est mauvais. Alors, est-ce que c'est en quelques mots, et ce sera là ma dernière question, est-ce que c'est ce type d'activation, est-ce que le marketing sportif de demain ou le sponsoring sportif, est-ce que ce sera ça demain? Est-ce que les marques utiliseront ce type de procédé pour activer leurs investissements auprès des structures sportives? Je l'espère, et en tout cas, les entreprises qui utilisent le sponsoring dans leur stratégie ont tout intérêt à comprendre ça, parce que moi je prends toujours l'exemple, quand j'ai soit des clients, soit quand j'interviens, je dis toujours, mais quand vous voulez construire une maison, vous pouvez vous acheter la meilleure pelleteuse du monde, mais la pelleteuse, elle va pas construire la maison. Ça sera un outil indispensable pour vous aider à,
Mais en tout cas, c'est pas elle qui va le faire. Il va falloir embaucher un mec qui sait utiliser la pelleteuse. Il va falloir embaucher un chef de chantier, un architecte pour faire les plans. Et c'est toute cette activation, mettre en branle tout un système qui fait que vous arrivez à atteindre votre objectif et qui fait que vous arrivez à tirer le meilleur de l'outil que vous avez entre les mains, le meilleur de la pelleteuse, quoi. Quand vous avez le meilleur conducteur de pelleteuse, vous avez le meilleur chef de chantier et le meilleur architecte, que vous faites le meilleur résultat et le meilleur objectif au bout du compte. C'est pas le sponsoring qui va remplir votre objectif. C'est juste un moyen il faut que vous soyez en capacité, vous, sponsors en interne, d'avoir les compétences il faut que vous ayez le budget aussi pour activer votre sponsoring. Il faut pas mettre toutes ses billes, tout son argent dans l'achat, l'acquisition de droits. Les droits restent des droits. Si vous n'avez plus d'argent pour les activer, c'est très beau, vous avez une pelleteuse que vous allez pouvoir regarder, mais vous n'en ferez rien et au bout du compte, vous serez déçus. Et ça, les entreprises doivent le comprendre. Donc j'espère bien entendu que le sponsoring va de plus en plus aller vers ça. Mais au-delà des entreprises qui doivent le comprendre, c'est également les clubs qui doivent comprendre ça. Les clubs qui sont les ayants droit qui vendent du sponsoring doivent aussi avoir conscience de ça. C'est que leur produit n'est qu'un outil. Et pour que le client soit satisfait, il faut que l'outil soit bien utilisé. Et donc, ça pose la question de où s'arrête l'accompagnement que je peux offrir à mon partenaire. Et c'est très stratégique, mais ça, le sponsoring doit basculer à ce niveau-là. On n'est pas, il y a des très bonnes choses qui sont faites, mais cette conscience de l'accompagnement, cette conscience du sponsoring en tant qu'outil et de tout ce que ça représente de bien ou de risqué, on doit avoir une prise de conscience plus importante de ça et un accompagnement beaucoup plus grand. Et je pense que on y arrive et c'est le futur changement aussi du sponsoring dans les clubs et chez l'annonceur. Merci Nicolas Bourreau, on va pas tout dévoiler dans ce podcast. Merci, c'était un plaisir. Un grand merci à Nicolas Bourreau. Retrouvez la newsletter Hello Sport Biz afin de trouver des sources d'inspiration, de gagner du temps sur votre veille et voir ce qui se fait de mieux dans l'industrie du sport business en vous rendant sur le www.hellosportbiz.com. C'était Kinexport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinic.fr. À bientôt.